Il est en effet manifeste que la proposition de loi examinée ce jour, instaurant, je cite, un impôt plancher de 2% sur le patrimoine des ultra-riches, est à rebours des objectifs du gouvernement. Une telle contribution serait, je le dis ici avec sérénité, à la fois confiscatoire et inefficace. Confiscatoire, d'abord. En moyenne, le patrimoine des personnes concernées a un rendement de 5 à 6% par an, nettement supérieur aux 2%. La grande majorité des contribuables... Ils sont non seulement ultra riches, mais qu'ils le sont chaque année davantage sans avoir à rien faire. Évidemment, c'est comme ça qu'ils sont très riches. Et la grande majorité des contribuables concernés ont un rendement nettement supérieur à 2%. Alors maintenant, il y a quelques cas rares, c'est l'exception, mais elle peut exister, de personnes très riches qui, une année donnée, n'ont pas de revenus. L'exemple le plus important, c'est le cas des licornes, très valorisés par le marché boursier, mais qui ne font pas encore de bénéfices. Dans ce cas-là, deux solutions. D'abord, on peut proposer, et c'est le cas dans la proposition de loi, l'étalement des paiements. On sait faire, on a un impôt sur les successions au taux de 45%. Ça pose des problèmes de liquidité. On laisse les contribuables payer sur plusieurs années. Le temps qu'ils vendent, le temps qu'ils retrouvent des liquidités. Donc, ce qu'on sait faire pour 45%, on pourrait faire pour 2%. Deuxième élément de réponse, on peut permettre aussi aux personnes concernées de payer l'impôt en nature, c'est-à-dire avec des actions, très peu, puisque c'est des petits taux, mais de leur entreprise. L'État deviendrait une sorte actionnaire passif de l'entreprise, ou alors il pourrait revendre les titres, en priorité aux salariés de l'entreprise en question, donc les titres restent dans l'entreprise, ou alors, s'il n'y a pas assez de preneurs, à d'autres investisseurs, en mettant une interdiction à des reventes, à des non-résidents. Comme ça reste en France. Loin d'un impôt plancher ou d'un impôt minimum, cette proposition de créer une contribution que je pourrais appeler maximalement confiscatoire, si elle était adoptée, ferait immédiatement fuir les foyers les plus aisés. Non, moi, j'ai étudié ces questions d'exil fiscal depuis presque 20 ans et je connais très très bien la littérature scientifique sur ces sujets qui est unanime. C'est-à-dire qu'il n'y a pas zéro exil fiscal, mais l'exil fiscal, il est rare. Il est quantitativement très faible. On parle de taux de 2%. Il est mesurable. Oui, il est mesurable. Et c'est bien ce que les gens ont fait en Norvège, en Suède, au Danemark, au Royaume-Uni, même en France. Même il y a un rapport de France Stratégie qui a fait l'évaluation de la réforme de la fiscalité du capital. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont revenus après l'abolition de l'ISF et son remplacement par l'IFI? Très peu. On parle de flux microscopiques. Et c'est la conclusion unanime de tout. C'est la conclusion unanime de toutes les études. Donc après, on peut inventer des chiffres et des études. C'est pas inventer des chiffres. Microscopique, c'est-à-dire qu'on parle de flux de quelques centaines de personnes sur... Il y avait 350 000 contribuables à l'ISF. Non mais Gabriel Zucman, on peut le donner le chiffre. Je vais vous donner le chiffre. C'est 0, au moment de François Hollande, puisque tu cites cette période-là, il y a eu de l'exil fiscal. 0,2% de ceux qui payaient l'ISF sont partis. 0,2%. Ce sont des tout petits flux, quelques centaines de personnes sur des centaines de milliers de contribuables. Il n'est qu'idéologique. Merci. Les chiffres prouvent le contraire. Vous êtes complètement pris en sang. C'est la réalité. Je peux vous citer une étude. C'est infinité d'images. Quand vous avez, non, je termine. Quand vous avez, quand les chiffres de Bercy, c'est de vous dire qu'il y a à peu près 1200 personnes qui partaient par an après 2014 et que vous en aviez que 500 avant, c'est 700 personnes qui partent. C'est des gens qui créent de l'emploi, de la richesse et tout. Et il y a des pertes en ligne liées à ça. On peut pas nier que ça existe. Après, alors, combien ça coûte? Ces départs de quelques centaines de personnes. Donc, la meilleure étude qui existe sur ces sujets, c'est une étude qui a été menée par Camille Landais, qui jusqu'à très récemment a été président délégué du Conseil d'analyse économique, et ses collègues. Alors, en l'occurrence, c'est sur des données de pays scandinaves qui ont eu un impôt sur la fortune pendant longtemps, beaucoup de réformes. Ils ont trouvé que l'exil fiscal, combien ça avait coûté à ces pays? Une baisse de l'emploi total de 0,05%. Et une baisse de l'investissement total de 0,07%. C'est l'étude la plus sérieuse qui existe sur ces sujets et c'est ça leur conclusion quantitative. La réponse à l'exil fiscal. L'autre chose que je veux mentionner, c'est que dans la proposition de loi qui est examinée aujourd'hui par le Sénat, il y a un dispositif innovant qu'on pourrait qualifier de bouclier anti-exil, qui consiste à dire que les contribuables redevables de cet impôt et qui choisiraient de s'exiler resteraient redevables du taux plancher de 2% 5 ans après leur départ. C'est le cas aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est exactement ça. C'est 10 ans. Voilà, c'est 10 ans. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, c'est jusqu'au restant de leur jour. C'est plus extrême. Aux États-Unis, vous êtes citoyen, vous payez des impôts. Quoi qu'il arrive, ou alors vous renoncez à votre citoyenneté. Jusqu'au restant de vos jours. Alors que là, on dit pendant 5 ans. On pourrait aller plus loin. On pourrait dire 7 ans, 10 ans, 15 ans, sans aller jusqu'à l'extrême. Et donc, ce n'est pas moi, mesdames et messieurs les sénateurs, qui dit que c'est un impôt confiscatoire, mais le Conseil constitutionnel qui le disait, puisqu'en 2012, il indiquait que
Avec un taux de 2%, l'ISF devait s'assortir d'un dispositif de plafonnement ou produisant des effets équivalents destinés à éviter une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. 2%, c'est simplement ce qui permet de s'assurer que les milliardaires ne payent pas moins par rapport à leurs revenus que les classes moyennes et que les classes populaires. Ça ne rend pas le système progressif, ça le rend juste non régressif. Le Sénat n'a pas adopté